Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 13 mars 2018. Aujourd'hui, l'inflation américaine sera parmi nous à 13h30. L'inflation core également qui est attendue à 1,8. Donc on va voir ça tout de suite dans un petit instant. Également, nous aurons le Spring Statement au Royaume-Uni, qui sera publié. C'est tout simplement le mini budget du Royaume-Uni qui sera annoncé aujourd'hui à 12h30 heure française. Alors avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Pascal, que je salue également, Raymond, Catherine, peu de volatilité sur DAX et le point haut sont de plus en plus bas. Merci, qu'en pensez-vous? Retournement. Alors, bonne question, on va voir ça dans un petit instant, Catherine. Bonjour à vous Benjamin, Pierre, Yves, Eliane, Gilles, son image ok, bien écoutez, c'est parfait. Bonjour à vous tous, vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, François, que je salue, Raymond. Si l'inflation augmente, que devient le dollar et le DAX? Alors, ça c'est une question très très intéressante. Alors, si l'inflation augmente, normalement ça devrait augmenter la spéculation quant à une quatrième hausse des taux de la Fed. En tout cas, ça devrait augmenter la probabilité. Donc le marché va payer du dollar, mais on va reconnaître les inquiétudes qu'on a connues en février. Donc, hausse de la vol, hausse du yen, dollar hausse mais léger. Mais qui dit hausse de la vol et dit hausse du yen, dit baisse des marchés actions. Et donc le DAX devrait être le DAX ou le S&P devrait être sous pression. Ouais, c'est surtout de l'inflation core qu'il faut surveiller. La BCE, ce qu'elle surveille, c'est l'IPC harmonisé. Vous savez, l'indice des prix à la consommation harmonisé. Le plus important aux États-Unis, c'est l'indice PCE. L'indice PCE et l'indice IPC. Si vous regardez dans les projections de la Fed, ce qu'elle projette, c'est la croissance, le taux de chômage, l'IPC et le PCE Core. Voilà, donc c'est ces quatre indicateurs qui sont les plus importants. Bon, taux de chômage il est déjà très bas, donc c'est pas celui qui a un impact le plus important en ce moment. La croissance elle est très bonne, donc il n'y a pas réellement d'inquiétude là-dessus. Là où il y a l'inquiétude, c'est sur les prix, l'évolution des prix. Et donc le PCE Core et l'IPC sont les deux indicateurs les plus importants aux États-Unis, avec bien évidemment tous les indicateurs qui sont synonymes d'inflation comme les salaires. Voilà. Alors excusez-moi, c'est pas la bonne slide, donc voilà, donc hop, normalement vous devrez voir la bonne. Donc au niveau des résumés assurances américaines et asiatiques, on a une baisse du dollar et des marchés actions qui ont clôturé en demi-teinte, plutôt mitigé. Dow Jones, S&P en baisse, valeurs techno en hausse. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu un reflux des inquiétudes de la part des investisseurs sur le protectionnisme qui est en train de mettre Donald Trump. Donc c'est pour cela qu'on a eu une légère baisse côté du S&P et du Dow Jones. Le rendement du 10 ans se stabilise depuis une semaine entre environ 2,85 et 2,90%. Le yen, le gold qui recule. Et ce matin, le Nikkei qui progresse, le Hang Seng, excusez-moi, normalement il devrait être en rouge, le Hang Seng qui est en baisse. Alors pourquoi le Nikkei progresse? Simplement parce qu'on a le yen qui recule. Regardez, notre yen index, moins 0,46%, ce qui est beaucoup. Voilà, donc le yen index, moins 0,46%. Donc voilà, le yen, c'est la devise à vendre depuis le début de la semaine, comme vous l'aurez compris. Le calendrier économique. Alors, on a eu la confiance des milieux des affaires, NAB, en Australie, publié à 9 points contre 11 précédemment, donc c'est une mauvaise nouvelle pour la confiance pour le dollar australien, ce qui explique son état inchangé depuis le début de la séance asiatique. Prochaine publication midi 30, ce n'est pas affiché sur ce calendrier, mais le budget du Royaume-Uni, 13h30 l'IPC des États-Unis,
Et ensuite, voilà, quelques statistiques. Donc, on aura le gouverneur de la Banque du Canada qui s'exprimera à 15h30. Néanmoins, c'est pas quelque chose qui va être très très important. C'est marqué fort parce qu'on ne sait pas ce qu'il va dire, mais ça ne devrait pas être une décision sur la politique de la politique monétaire, hein. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Il ne devrait pas augmenter ses taux ou donner d'indications là-dessus pendant pendant ce discours, pardon. Et donc voilà pour la journée. Globalement, ça va être 12h30 Spring Statement au Royaume-Uni et 13h30 l'IPC. Voilà, on passe à la plateforme. Regardez ce gain parmi tous nos indices, pardon. C'est le yen qui enregistre sa plus forte baisse ce matin et à l'inverse le NZD qui enregistre sa plus forte hausse. Voilà, l'AUD est stable, comme on peut constater, mais il rebondit bien depuis son support. Hier, il a progressé, hein, comme prévu. Le CAD, hier on a une baisse, mais avec le CAD, bah écoutez, il est sur support, donc c'est un petit peu pareil pour l'AUD. Enfin, c'est un petit peu le même état que l'AUD, ce qu'on avait il y a 2 semaines à peu près. C'est qu'on était assez proche du niveau de support. On n'était pas totalement, mais on était proche. Donc voilà, le CAD pourrait à terme rebondir et vous voyez que il teste à nouveau cette oblique haussière où il y a 3 points de contact. 1, 2, 3. Et vous voyez, on a un pullback. Donc voilà, le cours pourrait rebondir. En tout cas, ce matin, regardez, le CHF, on l'avait signalé. Nous l'avions signalé pardon dans le webinaire, CHF sur support, mais on voyait qu'il a rebondi hier. Il a rebondi hier, donc voilà, prudence, CHF, ce n'est pas à vendre à court terme. À vendre sur du court terme, c'est bien évidemment le yen, comme vous pouvez constater. Et à acheter, a priori, en intraday, ça va être le NZD. Donc NZD yen devrait être, vous voyez, il prend près d'1%. Ça pourrait être la meilleure paire. Donc là, prochaine résistance, eh bien c'est à 68, 78, 75. En fait, c'est 50% de retracement de cette tendance. 50%, c'est pas un seul Fibonacci pour que vous sachiez, mais c'est simplement, c'est la moitié. Donc c'est une zone avec une forte probabilité de retournement. Voilà, donc, mais c'est pas un nombre de Fibonacci, hein, 50%. Voilà. Donc voilà, mais ça reste un chiffre, c'est le plus important parmi tous ces chiffres de retracement, tous ces nombres pardon de retracement. 50% est le plus important. Voilà, donc NZD a noté qu'il dépasse 50, une clôture au-dessus de 50, c'est un sentiment qui est bullish. Donc voilà, NZD c'est bull jusqu'à minimum 78,15, mais je pense qu'il peut clairement venir chercher les 80 d'ici une semaine. Alors bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bien le bonjour à vous tous. Un petit mot sur DXY. DXY, vous connaissez mon opinion. Avant la Fed, c'est consolidation, c'est le mot. Si on a une accélération de l'inflation cet après-midi, dans ce cas-là, le DXY vient chercher 90. Si au contraire, on a un IPC qui est inchangé ou en dessous des estimations, dans ce cas-là, on aura plutôt une baisse en direction son récent creux à 89. Voilà. Mais concrètement, sur du moyen terme, ça devrait être une consolidation, vous voyez, entre environ 89 et environ 90 jusqu'à la décision des taux de la Fed qui aura lieu le 21 mars, me semble-t-il. Oui, 21 mars, donc mercredi de la semaine prochaine. Voilà, donc dollar, plutôt un avis neutre sur du swing trading, hein. Ce qui donne l'euro-dollar également neutre. Vous voyez que l'euro, si vous regardez l'euro et le dollar, ils sont globalement corrélés. Donc voilà, honnêtement. Et puis vous voyez que le dollar a fait un top, hein, au niveau du momentum. Donc voilà, vraiment consolidation. Et l'euro c'est pareil. Regardez l'euro index, il est neutre. Il y a rien à faire pour moi sur l'euro à court terme, je dis bien. Le GBP il a rebondi hier, rebond hier, mais il reste sous 1,40 pardon. Alors d'un point de vue chartisme, on a un pseudo canal, mais également, surtout, je dirais, vous voyez que c'est un biseau. Un biseau que nous avons devant nous. Donc c'est un biseau descendant qui généralement casse à la hausse.
Donc on continue sur le pair majeur, le NZD-USD qui continue sa hausse petit à petit jusqu'à 0,70. L'USD-CHF sous pression à 0,95. L'USD CAD, vous voyez que le USD CAD eh bien regagne du terrain étant donné que le CAD index est en baisse. Pression, encore une fois hier, pourquoi on a eu des marchés actions qui ont baissé, enfin légèrement à Wall Street? Bien, c'est parce qu'il y a eu un reflux des inquiétudes sur le protectionnisme de Donald Trump. Qui dit protectionnisme de Donald Trump, qui dit peso mexicain et dollar canadien le plus sous pression. Donc voilà, reflux des inquiétudes, baisse du CAD. Et l'USD yen gagne du terrain, c'est pas grâce au dollar, encore une fois, mais c'est seulement grâce à la baisse du yen qui est en baisse de 0,50% depuis le début, depuis l'ouverture des marchés asiatiques. Voilà. Et regardez cette divergence haussière sur le SDN. Donc là, le momentum, c'est cette valeur-là qu'il faut surveiller, parce que c'est dès que le RSI touchera cette oblique qu'il faudra clairement prendre ses bénéfices si vous êtes à l'achat. Alors, USD CAD toujours en 27 cette semaine de la part de Michel. Alors oui, toujours en 27. Pour ma part, je suis baissier sur l'USD CAD. Voilà, j'estime que le dollar va rester neutre. Au pire des cas, il va grimper jusqu'à 90 si on a une accélération de l'inflation. Mais à l'inverse, le CAD index est hyper intéressant d'un point de vue technique. Vous voyez qu'il est sur des niveaux de support très importants. Il rebondit. Le RSI également. Bref, honnêtement, moi je trouve particulièrement intéressant. Si on met une moyenne mobile à 10 séances, moyenne mobile à 10 séances, vous voyez qu'il a dépassé. On fait simplement un pullback hier. Oula. Il y a simplement eu un pullback hier, mais concrètement, on est au-dessus de l'oblique. On est à la moyenne mobile à 10 séances. Bref, moi je reste haussier, donc j'estime qu'il va avoir une surperformance du dollar CAD face au dollar US d'ici la Fed. Donc d'ici la Fed, je pense que l'USD CAD a les moyens de revenir à un 27. Ouais, et donc en intraday, je le répète, NZDN, c'est la paire la plus haussière. Maintenant, c'est deux devises pardon, qui sont plutôt tradées pendant la séance asiatique. Donc, il se peut que les volumes vont se réduire. La volatilité devrait également. Donc, voilà, c'est pas forcément la meilleure paire à se positionner en intraday dessus. Par contre, parmi les devises européennes, on voit que c'est le CHF qui a plus haussière. Donc, CHF yen, pourquoi pas à l'achat. Ça se tente. Regardons un petit peu le graphique. Ouais, CHF yen, c'est haussier. On a un bottom qui s'est bien formé sur le RSI. Alors pas de divergence haussière, néanmoins. On a cette cassure de cette oblique. Alors. Donc si on devait utiliser les retracements de Fibonacci, un chiffre à 38, 50%, ça serait 115. Voilà. Environ 115 haussier sur CHF yen. Ça semble possible. Maintenant, attention. CHF, ça reste une devise qui, regardez sa tendance. Ouais, sa tendance sur 5 ans, par exemple. Vous voyez qu'elle est neutre depuis le début de l'année 2017. Depuis le début de l'année 2017, on a un range, à part avec quelques semaines d'exception, mais on a un range entre quoi 0,22 et 0,23. Donc, voilà, concrètement, je ne pense pas que ça soit la meilleure paire à acheter sur du moyen terme. Mais bon, CHF yen, retour à 38, déjà ça serait pas mal. 38,2% serait 114, c'est le premier objectif. Parce qu'il faut, voilà, le yen est baissier, mais il reste quand même dans une tendance haussière sur du long terme. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé sa moyenne mobile à 200 jours qu'on n'a pas affiché devant nous, mais qui a été dépassé. Et ce qu'on peut anticiper sur le yen index, c'est un repli jusqu'à 50%. En fait, tant que le RSI n'a pas atteint sa zone de survente, il y a un potentiel baissier. Regardez un petit peu comment les zones de survente ont joué un magnifique rôle sur le yen index. Zone d'excès ou de survente, pardon, les zones d'excès. Donc vous voyez que on a une baisse concrètement sur le yen, sur le prix, on peut anticiper une baisse tant que le momentum n'a pas atteint sa zone de survente. Voilà, maintenant, si demain le CHF est haussier, mais que le yen atteint sa zone de survente,
faudra commencer à faire attention sur l'achat CHF-Yen. Mais pour le moment, c'est tout à fait possible. L'AED Yen, c'est pareil, mon cher François. L'AED Yen, ça se paye. Tout comme le CAD Yen, tout comme le GBP Yen, voilà. Le Yen, c'est la devise à vendre. En ce moment, je dis bien. Donc, AUD Yen, voilà, c'est haussier, direction, minimum, déjà ce 85 sera un gros seuil, 95, 85, pourquoi? Parce que c'est un seuil psychologique. Ça a été un support, vous voyez, au mois de novembre. Donc voilà, 85 c'est la première zone à aller chercher. Je pense qu'on peut très bien, la UDN peut très bien venir chercher les 86 à moyen terme. Mais encore une fois, prudence pour le moment. Le prochain catalyseur de taille pour les marchés de manière générale, c'est la Fed. Même pour plus ou moins pour le yen ou pour la UD, ça va être la Fed qui va influencer les marchés actions, marché obligataire, mais également le forex. Donc voilà, jusqu'à la Fed, je pense qu'on va garder cette même tendance, c'est-à-dire baisse du yen, à part si on a une escalade de tension commerciale vraiment que le marché n'a pas anticipé. Le marché anticipe bien évidemment une réciprocité des sanctions commerciales données, enfin des barrières commerciales mises en place par Donald Trump. Donc voilà, il a déjà anticipé ça, mais à quel degré est-ce que le marché a pricé les futures comment dire réponses commerciales de l'Union européenne ou de la Chine? Ça, c'est la question. Si l'Union européenne ou si la Chine, par exemple, surenchérit, commence à, voilà, ou même si les États-Unis continuent à cette politique protectionniste, eh bien, le marché qui n'a pas encore pricé ces annonces, eh bien, mettra sous pression le dollar, enfin, le forex, pardon, et paiera le yen, les valeurs refuges. Donc, dans ce cas-là, on aurait un yen qui serait haussier. Mais voilà, en excluant cette partie protectionnisme, je pense qu'on va garder ces mêmes tendances jusqu'à la décision des taux de la Fed mercredi prochain. On passe sur les marchés actions. Le Nikkei, bien écoutez, vous voyez qu'il est, il est haussier. Euh, pas grand chose à dire. Alors, retour tout d'abord à 22 380, c'est le premier objectif à court terme, c'est le récent sommet. L'Eurostoxx, c'est pareil, en swing pour la semaine, c'est possible qu'on a cherché les 3485, 3500 points. Pourquoi? Parce que l'euro il est stable. Donc avec l'appétit pour risque qu'on a un petit peu, ce matin et depuis le début de la semaine, eh bien c'est possible qu'on aille chercher, cette zone. Le CAC, voilà, il teste son pivot. C'est un fort niveau qui teste le CAC. Rappelez-vous, c'était le même pivot en fin février. C'est les 5003. Et des 5003, c'est cette zone en bleu. Vous voyez que c'était un support, mais également une résistance. C'est redevenu une résistance. Donc voilà, c'est un pivot important. C'est la clôture de 2007, c'est la moyenne mobile à 200 jours et c'est un seuil psychologique. Donc voilà, c'est si on a une clôture journalière au-dessus des 5300, on a un signal bullish jusqu'à 5375. Et pour le DAX, pardon, eh bien c'est 12 500 qu'il faut viser en intraday. 12 500, est-ce qu'on est dans une tendance baissière pour le DAX? Alors je ne dirais pas qu'on soit dans une tendance baissière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que on est quand même, vous voyez, on a des creux qui ne sont pas de plus en plus bas. Vous voyez, par rapport à ce creux-là, on est maintenu. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va dépasser ce creux? Si on le dépasse, dans ce cas-là, oui, on est dans une tendance baissière. Donc à contraire, nous sommes toujours dans une tendance haussière. On est dans une période de consolidation, mais dans le fond, quand même, le DAX il est haussier. Et vous voyez que ces zones de repli, elles sont plutôt, en fait, elles ont l'air plutôt normales. Vous voyez, le DAX qui est dans un bull market qui en l'espace de 4 mois progresse de 20%, vous voyez, du plus haut au plus bas, voilà, 50% en 5 mois. Et au final, il retrace l'intégralité en 10 mois. Ici, on a une hausse de 50% en près de 2 ans, en 1 an et demi. Voilà, je dis pas qu'on va retracer l'intégralité, mais c'est normal qu'on ait une période de consolidation. Voilà. Donc voilà pour le DAX.
l'objectif à court terme c'est 12 500, puis 12 605. Et je vous rappelle qu'on a toujours cette divergence haussière et le RSI est en train de dépasser 50. Donc on passe dans un territoire bullish. Voilà, donc moi je suis haussier cette semaine sur les indices. Tant que l'euro, bien évidemment, se maintient. Vous voyez qu'il reste plutôt stable, donc c'est plutôt bon pour les indices européens. Notre gaz haussier. Vous voyez que bien il continue sa hausse petit à petit, hein, l'objectif c'est qu'il revienne à cette moyenne mobile en noir, qui est la moyenne mobile à 200 jours. Donc gaz haussier, or à plat, à l'image de l'euro-dollar. Ah, pardon, l'or en légère baisse. Alors, je vais enlever un petit peu tout ça. Voilà, donc l'or en baisse, donc diminution de la version pour risque, ce qui est plutôt normal. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut anticiper, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, alors je vais essayer de tracer une oblique, donc je ferai un webinaire éducatif sur les lignes, les droites de vitesse qui ne sont pas beaucoup utilisées, mais qui sont assez intéressantes quand même. Donc je ferai un webinaire là-dessus, un webinaire éducatif dans le futur, mais ça permet de donner des obliques. Alors, faut pas les tracer n'importe comment, mais concrètement, si je devais faire simple, c'est en fait des obliques qui permettent, c'est comme un peu des obliques, des retracements de Fibonacci, mais sous format d'oblique. Donc on a soit les droites de vitesse qui sont le plus haut, un tiers et un demi de cette vitesse, d'accord. Donc on a voilà, la vitesse, un tiers, un demi. Ou alors nous avons également en mode Fibonacci, voilà, éventail de Gann. Pardon, non c'est pas les Gann. Alors si on a l'éventail de Gann, nous on a le Fibonacci éventail. Voilà, vous voyez qu'il y a différents formats. Et vous voyez qu'il y a 23, 38, 50%. Bon, voilà, il y a, peu importe laquelle vous utilisez vraiment. Certes, vous n'allez pas avoir tous les mêmes, mais je ne sais pas si on peut tirer des statistiques laquelle fonctionne le mieux. Voilà. C'est vrai que les niveaux de Fibonacci ont en général, j'ai bien fonctionne mieux. Bon, à voir. Vous pouvez très bien en additionner plusieurs. Bref. Donc voilà pour Lonsdor, consolidation, tant qu'il casse pas ce support à 1310, eh bien écoutez, je pense qu'on préfère, enfin, je pense que c'est préférable de s'attendre à une consolidation un petit peu en fait à l'image du dollar ou de l'euro. Regardez le dollar, l'euro, le gold, bien globalement, c'est les trois sont globalement dans une même phase, une phase de consolidation. Donc voilà, on va pas avoir une décorrélation entre l'or et le dollar par exemple. Donc voilà, l'or, disons que tant que le DXY se maintient sous 90, l'or ne dépassera probablement pas les 1310 $. Par contre, si demain DXY dépasse 90 points, l'or a de fortes chances de rejoindre 1300. Voilà. Donc l'or, moi personnellement, je n'ai pas réellement d'avis, tout comme le pétrole et le Brent, vous voyez que ça consolide. Néanmoins, d'un point de vue technique, je trouve le brut cette fois-ci un peu plus intéressant. Donc vous voyez encore une fois, au lieu de tracer plusieurs obliques comme ça, une alternative, c'est d'utiliser les droites de vitesse. Prenez le plus bas, le plus haut. Et encore une fois, vous avez droite de vitesse, donc plus haut. Et vous avez différentes obliques. Donc là, comme ça donne pas, c'est pas très esthétique, mais ça permet d'avoir des seuils où les rebonds sont probables. Et si on utilise donc Fibonacci à l'inverse, voyons voir ce que ça donne. Vous voyez que Fibonacci, bon 38,2, ça a l'air un petit peu plus. J'ai pas fait d'études là-dessus, j'ai pas fait beaucoup d'observations, j'utilise pas souvent ces droites de vitesse, donc voilà, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire si
trois de vitesse de Fibonacci, de Gann ou classique fonctionnent, lesquels fonctionnent le mieux. Voilà. Bref, vous voyez qu'il y a cette oblique qui est censée, hein, d'un point de vue d'analyse technique, et, donc la tendance, bien évidemment, est haussière. Elle est haussière, et donc le brut se paye plus que cette oblique. Hein. Voilà, si on devait faire abstrait, c'est le support, ce psychologique, $60, mais également le prix de clôture de 2017. Voilà, c'est un niveau de support qui me semble intéressant à payer pour viser le récent top à $64. Analyse du tag, super intéressant, merci. Bien écoutez, ça me fait plaisir que ça vous ait intéressé. Benjamin, merci pour ce compliment. Franck, l'annonce GP de 2h30, que pouvons-nous attendre? Et désolé si vous avez parlé en début du webinaire. Alors non, nous n'en avons pas vraiment parlé. Alors qu'est-ce que nous pouvons attendre? En fait, déjà, c'est le budget britannique qui sera annoncé. Le budget britannique par le ministre des Finances et du Trésor britannique, encore une fois. Alors qu'est-ce que nous pouvons nous attendre? Bien écoutez, en fait, c'est surtout, ça va donner un ton sur le Brexit. L'année dernière, lors de la publication, la priorité de du budget, c'était la stabilité en raison du vote du Brexit. C'était écrit explicitement. Voilà. Donc c'est un petit peu ce commentaire-là qui sera annoncé. Est-ce que ça va être hausse des dépenses pour soutenir la croissance, hausse de l'endettement pour soutenir la croissance? Est-ce que ça va être ce dont on parle? Si c'est le cas, bon, ça va être positif, mais en même temps menaçant, parce que ça veut dire que la croissance est plus fragile que, est très fragile, et même le gouvernement met la main à la pâte pour soutenir la croissance, quitte à endetter le pays. Donc, voilà, ça peut être positif à court terme parce que voilà, qui dit hausse des dépenses, eh bien dit hausse des profits pour les sociétés britanniques, donc le FTSE devrait réagir plutôt à la hausse, mais en soi, la libre, ça devrait être compliqué. Donc c'est un petit peu en fait l'axe qui va être annoncé dans ce compte rendu qui va être important. Et également, bien évidemment, au niveau des chiffres, est-ce que le Royaume-Uni va s'endetter plus que prévu, plus que l'année précédente, etc., etc. Voilà, mais ça va être surtout avoir un impact sur les marchés actions et sur des secteurs en particulier. Parce que si on a par exemple une hausse des dépenses dans l'éducation, bien vous tenez bien que les sociétés qui sont dans l'éducation, eh bien vont en profiter. Si on a une hausse, si on a une baisse des taxes dans l'industrie, bien évidemment, le secteur de l'industrie va surperformer. Voilà, donc c'est un petit peu ce dont il faut surveiller et l'axe, bien évidemment. Pourquoi ce budget a été fait? Pourquoi il a été fait de cette manière-là? Est-ce que c'est pour garantir, pour soutenir la stabilité de la croissance, comme l'année dernière? Est-ce que c'est pour accentuer l'investissement, etc., etc. Et voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Alors, si vous avez des questions, je regarde. Alors, l'argent, on n'a pas regardé hier. L'argent qui se stabilise, tout comme l'or. Si on a un retour à 16-20 $, eh bien, écoutez, ce serait, je pense, intéressant pour passer à l'achat. D'autant plus que l'on sait que l'argent pourrait superformer en 2018. Pourrait superformer, pardon, l'or en 2018. Voilà, et sinon, à part cela, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je n'ai même rien d'autre à rajouter. Donc, objectif pour le GBP USD. Alors, écoutez, aujourd'hui, ça va être compliqué parce qu'on a en même temps le budget du Royaume-Uni, mais surtout l'inflation américaine. Si l'inflation ralentit, GBP USD à 1,40. Si l'inflation américaine augmente, le GBP va être sous pression et va retendre vers 1,37. Déjà 1,38, ça serait un gros seuil en intraday, je dis bien, mais voilà, 1,37, ça serait l'horizon. Mais l'objectif à court terme serait 1,38. Donc voilà, tout va dépendre de l'inflation. J'ai envie de dire, à la fin de la journée, c'est réellement l'inflation américaine qui va jouer un rôle conséquent dans la direction du GBP USD.
Voilà, écoutez, j'ai fini avec ce point de marché. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous donne rendez-vous donc demain pour mon prochain point de marché. Et voilà. Excellente journée à vous. Soyez prudents sur les marchés et à demain.